La Russie va-t-elle envahir l'Ukraine demain, mercredi, comme le laissent entendre les États-Unis? Nous ne voulons pas la guerre, déclare ce soir Vladimir Poutine. Avec nous pour en parler, Alexandre Orlov, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous avez été ambassadeur de la Fédération de Russie en France entre 2008 et 2017. Vous étiez donc en poste lorsqu'a éclaté la guerre du Donbass dans l'est de l'Ukraine en 2014. Avec nous, notre éditorialiste Slimane Zeguidour. Et puis, avec nous également à Moscou, notre correspondant Julien Collin. Bonsoir Julien. Et à tout de suite, on va voir avec vous tout à l'heure comment on perçoit ce long feuilleton à Moscou. Alexandre Orlov, la question, elle est centrale. Dans ce feuilleton, on a besoin d'y voir clair. La Russie va-t-elle envahir, oui ou non, l'Ukraine ? Alors, on verra demain. Vous avez dit vous-même que nos amis américains... Il y a d'autres dates, on évoque après les Jeux Olympiques aussi. Non, écoutez, oui, c'est un peu n'importe quoi. Et je crois qu'il est temps quand même de se calmer un peu, puisque vous parlez d'escalade. Moi, je pense que escalade, c'est une opération qui a été montée de toutes pièces par les Américains et leurs alliés de l'OTAN pour des fins géopolitiques qu'ils ont. Je vous invite à regarder un très bon film américain qui est paru en 1997, je crois, des hommes d'influence, Wag Dog en anglais, qui raconte justement comment on monte des opérations de ce genre. Mais dans quel but ? Ça a été truqué justement pour avoir soit des intérêts économiques, soit d'autres intérêts géopolitiques pour monter et manipuler l'opinion publique. En ce qui concerne nos troupes qui sont encore pas loin de notre frontière avec l'Ukraine, nous avons dit dès le début qu'ils sont là pour faire des exercices militaires, qu'ils suivent leur cours et qui doivent se terminer vers le 20 février. Alors on a déjà commencé à retirer une partie d'armement lourd des soldats qui vont regagner leur garnison. Mais alors tout ça, encore une fois, j'ai dit que tout ça a été monté de toute façon, de toutes pièces. Il y a tout de même ce conflit du Donbass, on l'a évoqué, qui a éclaté en 2014. On va y venir, mais restons sur cette question. On annonce par exemple ce soir une cyberattaque en cours aussi à la veille de cette date de mercredi. Que se passe-t-il ce soir? Quelles sont vos informations? Écoutez, moi, j'ai aucune information sur cette cyberattaque, mais je suis sûr et certain, et d'ailleurs, notre président Vladimir Poutine l'a déclaré au chancelier Olaf Scholz, qui était à Moscou aujourd'hui, que la Russie ne veut pas de guerre. C'est pas son choix. Que nous avons un certain nombre de préoccupations sur notre sécurité, que nous avons exposées dans 2 projets des accords que nous avons remis le décembre dernier aux Américains et à l'OTAN, pour partager, pour avoir plus de sécurité, puisque nous sentons menacés justement par cette extension de l'OTAN vers nos frontières. Justement, Vladimir Poutine demande à ce qu'il n'y ait pas de portes ouvertes, à ce que l'OTAN ne s'étende pas davantage. Le problème, c'est que c'est un dialogue de sourds qui dure depuis des mois. L'Ukraine dit on est souverain, on fait ce qu'on veut. L'OTAN dit on n'a pas à renoncer à cette extension. Vladimir Poutine fait jouer, vous l'avez dit, la sécurité de la Russie. Comment on fait? Comment on s'en sort de cette affaire? On peut s'il y a une volonté politique, on peut sortir de n'importe quel problème. Et là, je pense on a dit déjà que c'est le choix de l'Ukraine. Si l'Ukraine voudrait bien, comme elle a été de son indépendance jusqu'en 2014, un État neutre, ça arrangera tout le monde. Tout le monde. Neutre ou pro-russe? Non, neutre, c'est-à-dire avoir un statut neutre comme Finlande, comme la Suisse, comme Suède. Comme l'a été la Finlande pendant la guerre froide, c'est ça? La Finlande, elle est toujours un État neutre. Mais si l'Ukraine adhère à l'OTAN un jour, que se passe-t-il? Là, il y aura invasion? Non, il n'y aura pas d'invasion, mais ça sera considéré comme un casus belli de notre part. Mais c'est quoi un casus belli? La tension va monter. Et alors, cette tension qu'on a vécue ces dernières semaines sera une tension permanente. Ce soir, Sergueï Lavrov dit clairement, ce sont ses mots, je le cite, la Russie veut un dialogue pragmatique avec les États-Unis. Vous qui êtes diplomate, c'est quoi un dialogue pragmatique? Le dialogue pragmatique, c'est qu'on parle de choses concrètes. Qu'il n'y a pas une rhétorique, qu'on ne parle pas tout simplement pour gagner du temps, mais qu'on écoute l'autre, qu'on entend l'autre, qu'on tient compte de ses préoccupations et qu'on cherche le compromis. Vous savez, je me souviens de 1978. Il y avait à New York la première Assemblée générale sur le désarmement.
et le grand président français, Valéry Giscard d'Estaing, a prononcé son discours. Je me souviens encore. Il a dit que la sécurité est indivisible. Ce que nous disons aujourd'hui aussi. La sécurité pour tout le monde ou la sécurité pour personne? Voilà. C'est ce que nous disons à nos amis américains et les amis de l'OTAN. Alors on va voir comment à Moscou on perçoit ce long feuilleton, je le disais. Julian Colling, merci beaucoup d'être avec nous, Julian, à nouveau. Comment les Russes vivent-ils cette affaire? Que pensent-ils de ce scénario d'une invasion russe de l'Ukraine, martelée notamment, on le disait, par les États-Unis? C'est difficile de parler pour tous les Russes, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a le sentiment, en tout cas dans la population russe, chez les Russes du quotidien, que c'est pris un peu avec des pincettes également. Les Russes ont du mal à croire en réalité à une invasion de l'Ukraine. On sait que le peuple russe voit le peuple ukrainien, encore une fois les Ukrainiens également de tous les jours, on va dire, comme un peu des frères, et en tout cas des amis à minima. On connaît également les liens culturels, religieux également, qu'on peut trouver en commun entre les deux peuples, même si bien sûr l'Ukraine est un pays, à minima on peut dire assez divisé sur la question, mais il y a quand même une partie aussi des Ukrainiens qui voient les Russes plutôt comme des amis et pas comme des ennemis. Il y a beaucoup de familles qui ont des proches, par exemple dans les deux pays, il faut le rappeler, c'est extrêmement important. Les gens ont souvent des grands-mères, des oncles, des tantes, même des frères et sœurs qui sont encore en Ukraine et inversement en Russie. Donc les Russes, en fait, ils ont du mal à imaginer que le Kremlin puisse aller aussi loin et aller jusqu'à intervenir militairement en Ukraine, ça c'est clair. Après, les médias d'État russes, plutôt proches du gouvernement, bien sûr, ont tendance un peu à faire monter la sauce, et à critiquer beaucoup l'Ukraine. Ça fait longtemps, depuis 2014. Souvent, les chaînes d'État russes ont tendance à dire que l'Ukraine est devenue entièrement vassalisée par l'Occident, pro-américain, mais évidemment, c'est pas non plus exact. Mais les Russes voient ça un peu avec détachement aussi, ce qu'on leur propose à la télévision. Et ils voient qu'ils ont plutôt confiance, je pense, en le Kremlin et par exemple, des diplomates comme Sergei Lavrov, quand ils disent qu'ils n'ont pas envie, eux-mêmes le disent, qu'ils n'ont pas l'intention d'envahir et que c'est plutôt pour répondre à une menace de l'OTAN. Ça, les Russes y croient plutôt parce pour eux, ils estiment que c'est un fait, l'OTAN s'est étendue vers l'Est, donc ça peut potentiellement à terme représenter une menace, notamment si l'Ukraine venait à intégrer. Mais ils estiment qu'on est encore assez loin de tout ça, en fait, et que pour l'instant, il faut garder son calme également par rapport à tout ça. Restez avec nous, Julian. Ça tombe bien, vous parlez des liens fraternels entre Russes et Ukrainiens. Slimane a une question pour vous, mais d'abord, votre réaction. Est-ce que la Douma, à travers cette résolution demandant à Vladimir Poutine de reconnaître les républiques autoproclamées du Donbass, Donetsk et Louhansk, est-ce qu'elle a raison, cette assemblée, de faire cela? Vous êtes d'accord? Écoutez, moi je pense que cette demande qui a été faite par plusieurs partis politiques qui font partie de la Douma d'État transmet en quelque sorte le sentiment du peuple russe, de leurs électeurs, puisque quand on voit que depuis 7 ans déjà, les accords de Minsk ne sont pas appliqués, qui devaient garantir justement à ces deux républiques autoproclamées un statut spécial au sein de l'Ukraine, ils disent que ça ne peut pas durer éternellement. Mais ça va empiéter le territoire de l'Ukraine officiellement. Justement. C'est pas une invasion, mais ça va empiéter. Non, justement. C'est pour ça, aujourd'hui même, quand Vladimir Poutine a reçu Olaf Scholz, il a dit, en régissant cette proposition de la Douma, que je comprends vos sentiments, mais il faut jouer au fond les accords de Minsk. Nous espérons qu'on peut encore aboutir à faire appliquer les accords de Minsk qui donneraient ce qu'ont voulu les gens qui habitent à Donbass et à Lugansk. C'est-à-dire une autonomie, c'est ça? À l'intérieur de l'Ukraine? Oui, une certaine autonomie, mais surtout autonomie culturelle et linguistique, puisque ce sont deux territoires qui appartenaient jadis à la Russie. Alors ça tombe bien, Slimane. Ils ont habité justement par les Russes et russophones qui veulent parler leur langue maternelle. Justement, monsieur l'ambassadeur, vous le savez, après la fin de l'Union soviétique, du jour au lendemain, 25 millions de Russes ethniques se sont retrouvés du jour au lendemain étrangers dans leur pays natal, mais un pays natal qui était devenu soudain indépendant. Donc il y en a 4 ou 5 millions au Kazakhstan, 1 million en Lettonie, en Azerbaïdjan, en Ouzbékistan, et entre 8 et 10 millions en Ukraine. C'est-à-dire que 20% de la population ukrainienne est d'origine russe. Vladimir Poutine ne rate jamais une occasion de rappeler ces Russes comme s'ils étaient encore leur président. Alors, ma question est, que représente-t-il pour la Russie? Est-ce que la Russie se sent une responsabilité envers eux? Est-ce que la Russie souhaite qu'ils soient des citoyens à part entière
dans leur pays de résidence, en Lettonie, en Azerbaïdjan, en Arménie, ou est-ce qu'elles considèrent que ce sont des Russes qui relèvent encore de ces prérogatives? Non, écoutez, vous avez très bien parlé de ce drame que nous avons vécu il y a 30 ans déjà, quand du jour au lendemain, c'est vrai, 25 millions de Russes se sont retrouvés à l'étranger. Alors, la politique que nous menons aujourd'hui vers ces gens-là, d'abord, s'ils veulent revenir en Russie, ils peuvent le faire. Certains sont revenus, certains sont revenus à peu près. Certains sont revenus, mais c'est une minorité. La plupart sont quand même, comme on dit, poussés des racines dans les pays où ils vivent depuis longtemps. Ils ne veulent pas. Et ce que nous voulons de la part des pays où vivent ces gens aujourd'hui, qu'on leur donne justement la possibilité de garder leur langue, que leurs enfants puissent faire leurs études en langue maternelle, garder leur identité culturelle au sein des autres pays. Et je dois dire que... Et avec la nationalité russe ou sans la nationalité? Non, sans la nationalité russe. Juste les droits culturels. Juste les droits culturels. On va juste avancer. Et dans la plupart des pays, anciennes républiques de l'Union soviétique, ces droits sont garantis. Alors, on va juste un détour par Moscou tout de même, parce que vous disiez la sécurité, Valéry Giscard d'Estaing disait, elle est une et indivisible. Julien Colling, les Russes ont peur de l'OTAN? Je parle du peuple russe. Je ne pense pas qu'ils aient réellement peur de l'OTAN, en fait. Mais il y a tout de même une petite incompréhension, je pense, effectivement, chez les Russes, notamment les Russes peut-être plus âgés, qui ont connu aussi justement la fin de l'URSS et ce qui s'est passé en fait dans les années 90, qui est vraiment une période extrêmement trouble et chaotique pour beaucoup de Russes. Il y a eu un appauvrissement terrible de la population, également des réformes d'ailleurs menées par des gens conseillés par l'Occident qui ont un petit peu beaucoup profité de l'émergence des oligarques, par exemple, privatisation, qui ont fait beaucoup de mal aux Russes du quotidien également. Donc je pense qu'il y a un peu une certaine méfiance par rapport à l'Occident, en tout cas de manière générale, chez pas mal de Russes, notamment en génération plus âgée. Il y a une division un petit peu générationnelle également par rapport à ça. Et donc l'OTAN, ça participe un peu de ça. Si vous voulez, ils se demandent pourquoi est-ce que dans les années 90, encore une fois, alors que l'URSS avait disparu, pourquoi est-ce que l'OTAN a continué à exister et ensuite continué à s'étendre. Merci beaucoup, Julien. Merci on a bien compris le point de vue des Russes. Il nous reste vraiment 30 secondes, je suis désolé. Si demain, pas d'invasion, si pas d'invasion dans les semaines, les mois qui viennent, Vladimir Poutine, grand vainqueur? Je pense que oui. Je pense que, encore une fois, en même temps, les États-Unis n'auront pas envahi. Devant cette hystérie qui a été montée de semaine en semaine, il a gardé son sang-froid. Mais les États-Unis peuvent dire qu'il y a eu une invasion et qu'elles ont gagné aussi. Tout le monde va gagner, sans doute, puisque je crois que s'il y a une guerre, tout le monde perd. Mais je crois que dans cette situation, Vladimir Poutine s'est montré un homme lucide et calme. Merci, c'était le point de vue de l'ancien ambassadeur de Russie en France, Alexandre Orlov. Merci à vous, merci Slimane. Merci beaucoup Julien d'avoir été avec nous en direct de Moscou en Russie pour votre éclairage.